Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre 12e édition consacrée à l'Ukraine. Le conflit russo-ukrainien est en son 12e jour. La délégation va poursuivre aujourd'hui les négociations ou les discussions d'un éventuel cessez-le-feu. Le monde continue d'y croire avec cette promesse de troisième round qui se déroule en Biélorussie en dépit justement de tous les blocages aujourd'hui. Et nous allons voir donc avec vous que nous allons également traiter de la question médiatique qui est réservée à l'opération russe en Ukraine, une terminologie et ses versions, qui ont laissé très peu de place à la pluralité d'opinions. Le volet humanitaire devient lui aussi un sujet à discorde à Kiev, accuse Moscou de vouloir récupérer les Ukrainiens en les évacuant par la Biélorussie. La guerre des médias est bel et bien installée. Nous tenterons donc, dans l'espace de 40 minutes, de déchiffrer les discours médiatiques occidentaux. Nous aurons avec nous sur le plateau Monsieur Qassimi Houssine, expert en Hassan, oui, vous faites très bien de le rectifier. Donc, Monsieur Qassimi Hassan, expert en géopolitique et directeur. Non, je ne suis pas au ministère de l'Intérieur. Oui, je sais, vous ne l'êtes plus, mais vous avez été. Donc, on rappellera vos fonctions. Vous êtes expert en géopolitique. Nous aurons également avec nous par téléphone depuis Paris Monsieur Sobhi Thomas, qui est un expert en questions internationales. Monsieur, bonjour ou bonsoir et merci d'être avec nous. Merci, Monsieur Qassimi, d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Sobhi Thomas, merci d'avoir plutôt accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour commencer, Monsieur Qassimi, vous êtes là avec nous. On va essayer de voir un peu le factuel, l'actualité en ce moment. Nous savons qu'aujourd'hui, le troisième round des négociations a commencé, toujours en Biélorussie. Et en dépit de tout ce qui se passe sur le terrain, on voit que quand même les efforts pour aller vers une voie de sortie se déroulent toujours et le rendez-vous est toujours maintenu, chaque 2 jours, chaque 3 jours, il est maintenu, avec peut-être cet espoir aujourd'hui d'aller vers un cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, sur le sujet de l'Ukraine, je dois d'abord vous dire que la situation est en train d'évoluer de manière dramatique et à tous les niveaux. Maintenant, je pense que pour la solution diplomatique, je pense qu'il est trop tard. Nous sommes pratiquement dans des combats qui ont commencé et nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au 11e ou 12e jour. Et je pense que la situation chrysogène auquel nous assistons actuellement, la voie diplomatique, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de solutions pour la simple raison que nous sommes en présence de positions qui ont, avec le temps, qui ont évolué vers des positions inconciliables. Alors, nous sommes dans la politique du pourrissement pour la simple raison que le conflit de l'Ukraine ne date pas d'aujourd'hui. Et si vous voulez, là, il faudrait absolument décrypter ce qui se passe un peu sur le terrain. Oui, est-ce que faut-il parler de la guerre en Ukraine ou faut-il parler de la guerre contre la Russie ou faut-il parler de la guerre entre la Russie et l'OTAN et le monde occidental? Bon, c'est toutes des questions qui se posent que nous pourrons peut-être tout à l'heure nous allons les développer ensemble. Expliquer à nos auditeurs et nos auditrices. Nous allons les développer ensemble, toutes ces questions avec vous. Et nous allons voir donc du côté, je me tourne vers vous, Monsieur Sobhi Thomas. Oui. Je disais qu'il y avait les négociations. Mon collègue a évoqué l'interrogation si c'était une guerre sur l'Ukraine ou une guerre contre la Russie. Ce que j'observe depuis une dizaine de jours à Paris, en matière de manque de pluralité d'opinion, c'est que les médias s'associent aux décisions des pays qui ont déclenché une guerre économique sans précédent. Ça indique ou dénote leur intention de vouloir traiter la Russie comme ils ont traité l'Irak ou d'autres pays de tiers-monde. Elle se trompe en prenant la Russie pour un pays sous-développé. D'ores et déjà, nous constatons les effets de cette guerre dévastatrice.
Le prix de gaz, de pétrole grimpe. Le manque de nourriture, d'ores et déjà, il y a des manifs importantes en Turquie par manque de produits, d'huile de tournesol et d'autres produits alimentaires. Cette guerre économique, elle va surtout frapper la population européenne, les couches les plus défavorisées. Ils n'auront plus la possibilité de payer le prix d'essence pour se déplacer, pour travailler ou pour manger. Le prix de pain, ça va augmenter. S'ils persistent réellement dans leur politique pour mettre la Russie à genoux, la Russie a de réserves pour résister 1 an et demi ou 12 ans. Les pays d'Europe n'ont pas cette capacité de résistance. L'effort de tout le monde doit tourner vers une négociation. Il faut que les pays d'Europe abandonnent leurs attitudes de mépris à l'égard d'autres nations, d'autres peuples. Depuis 1991, la Russie, elle a démantelé tout ce système économique et social dans l'espoir de pouvoir rentrer dans le club des pays démocratiques. Oui. L'Europe occidentale a rejeté la Russie. Bien qu'elle soit mise d'accord sur une promesse de ne pas élargir l'OTAN jusqu'à la frontière russe, ils ont commencé à grignoter petit à petit et à utiliser l'Ukraine comme une menace contre la Russie. Le dirigeant russe, oui. Il a le sentiment... Très bien, M. Sopri Thomas, oui. Alors, nous allons revenir à tous ces aspects que vous avez abordés, y compris donc le pétrole, l'énergie, la crise alimentaire, la crise humanitaire qui s'impose. Mais juste avant, nous allons voir aujourd'hui que même sur le plan humanitaire, il y a un problème. Les deux camps s'accusent mutuellement parce que on arrive pas, où on a du mal encore à installer un cessez-le-feu qui permettrait éventuellement d'évacuer les ressortissants, d'évacuer les civils, d'évacuer les gens qui voudraient donc quitter Kiev qui est carrément sous contrôle aujourd'hui, Mariupol également. Alors, Monsieur Kassimi, je me tourne vers vous. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que c'est une carte qui est en train de se jouer, que celle qui est de l'humanitaire entre les deux pays, la Russie et bien sûr l'Ukraine? Je vais vous dire une chose, que ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky, ukrainien, est en train de faire une guerre par procuration. C'est une guerre entre la Russie, les Américains, l'OTAN, et bien entendu, derrière, vous avez les Américains qui coiffent un peu tout le dispositif. Alors là, le président Zelensky, malheureusement, il faut le dire et il faut le mettre en évidence, a réussi à détruire son pays en jouant à un jeu très dangereux. C'est celui de vouloir faire la guerre à la Russie et en faisant de la sous-traitance pour le compte des Occidentaux et de l'Amérique qui l'ont malheureusement laissé tomber au milieu du gué. Zelensky a été piégé en fin de compte. Il pensait et il avait la ferme conviction qu'il allait être soutenu par l'OTAN, qu'il allait être soutenu par les Américains. Et regardez sa dernière demande où il avait demandé à ce qu'on instaure, comme on l'a fait en Libye sous niveau en 2011, on instaure comment peut-on appeler ça, une interdiction de survol de l'espace ukrainien. Et c'est quelque chose qui a été refusé par l'OTAN et qui a été refusé par les Américains pour la simple raison que cela aurait ouvert une conflagration d'une guerre nucléaire mondiale qui serait destructrice pour tout le monde. Maintenant, pour revenir à l'humanitaire, vous savez que là, les autorités ukrainiennes sont en train d'instrumentaliser le dossier de l'humanitaire pour la simple raison que les personnes qui sont en détresse et qui ont besoin d'un secours pour être transférées quelque part, pour être soignées et mis hors de danger,
alors là, il y a des exigences ukrainiennes du président Zelensky qui sont inacceptables pour la simple raison qu'il refuse de transférer les malades ou les personnes qui ont besoin d'un secours ou d'une aide. Alors là, on refuse de les transférer vers la Biélorussie ou vers la Russie. Alors, un malade est un malade, qu'il soit dans un hôpital biélorusse ou dans un hôpital polonais ou roumain, c'est la même chose. Le plus important, c'est qu'il soit pris en charge. Et là, vous vous apercevez que malheureusement, le dossier de l'humanitaire est manipulé à outrance. Et là, ça commence à devenir très dangereux quand on prend en otage des vies humaines et des populations civiles. Oui, Monsieur Sobhi Thomas, je reviens vers vous sur cette question et on écoutera par la suite donc la vice-première ministre ukrainienne dans un instant et qui parle justement de ce volet de l'humanitaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à court d'arguments, l'Occident, qui a tout employé comme moyen, à savoir les sanctions économiques, les sanctions énergétiques, aujourd'hui lui reste juste la carte humanitaire à jouer et il l'emploie apparemment à bon terme? L'information nous ont apporté que Poutine a accepté à la demande du président Macron d'ouvrir des couloirs humanitaires. Et c'est ce que Poutine a dit. La vice-premier ministre ukrainien refuse d'utiliser les couloirs qui vont vers Bélarussie. Sous prétexte que ça peut être les personnes qui peuvent prendre ces couloirs, elles peuvent détourner et aller être maltraitées en Russie. C'est de la mauvaise volonté. Et ça indique exactement qu'il y a la volonté d'utiliser l'aspect humanitaire comme les autres aspects. Comme ils ont commencé le conflit par dire que Poutine est fou, comme tous les autres chefs d'État qu'on a bombardés, détruire leur pays, qu'on a qualifié de fous, c'est pour dire que tout ce qu'il vient de son côté, tout ce qu'il dit, il sera inacceptable. Et c'est une véritable guerre, que ce soit par procuration ou pas procuration. La télévision empêche des voix dissonantes. Nous sommes dans le même climat que la veille de guerre contre l'Irak. Il faut que tout le monde rentre dans les rangs. Il ne faut que personne critique. On n'a même pas le droit de dire mais Poutine n'était pas fou il y a un an ou deux. Comment il est devenu fou? Ce n'est plus acceptable. Ils ont instauré un climat de guerre. Et ça sera une guerre terrible. Oui, Monsieur Sobhi Thomas, on va justement écouter avec vous la vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk, qui avait donc déclaré qu'il était inacceptable d'ouvrir des couloirs humanitaires pour permettre aux Russes ou aux Ukrainiens d'aller vers la Biélorussie et d'être ensuite transférés vers la Russie. Qui veut dire qu'on ne veut même pas prêter à la Russie le privilège de sauver des vies. On l'écoute. Ce n'est pas une option acceptable pour l'ouverture de couloirs humanitaires. Nos concitoyens n'iront pas d'Ivankov, de Dimer, de Vyshgorod, des environs de Kiev jusqu'en Biélorussie pour ensuite prendre l'avion pour la Fédération de Russie. Alors, Monsieur Kassimi, vous venez de l'entendre avec nous. Vous voyez que la guerre médiatique et la position aujourd'hui occidentale va jusqu'à refuser à la Russie ce privilège de simplement sauver des civils, évacuer des civils. C'est-à-dire qu'on veut être les seuls, c'est-à-dire les Ukrainiens veulent être les seuls à avoir des couloirs pour sauver des Ukrainiens, même pas en Biélorussie. Vous savez, ce qu'on vient de voir maintenant est la preuve que la démocratie est quelque chose qui est instrumentalisé à fond par les démocraties, entre guillemets, occidentales. Oui. Pour la simple raison que l'humanitaire, c'est quelque chose d'universel, d'humain,
et qu'on doit absolument, quand nous avons des populations en détresse ou en difficulté ou en danger de mort, nous devons absolument les prendre en charge, et quel que soit le pays qui les prend en charge, le plus important, c'est de sauver une vie humaine. Mais revenir à ce genre de considération tel que ça a été exposé par la ministre ukrainienne, je crois que nous sommes dans des dérapages démocratiques qui prennent des apparences de démocratie fasciste. Et là, c'est pour moi inacceptable. Monsieur Kassimi, vous ne pensez pas quelque part qu'aujourd'hui l'Occident est en train d'enfreindre le droit international qu'il a lui-même érigé, je veux dire, en règle? Vous savez que sur le plan médiatique, tout est cadenassé dans les démocraties soi-disant libérales. Vous savez très bien que les médias et les moyens de communication sont la propriété de quelques personnes, aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en France. Et je vous donnerai l'exemple de la France. Pratiquement toutes les chaînes de télévision sont la propriété de quelques manias, et les journalistes, et tout ce que j'ai comme considération et comme respect pour cette profession et pour les journalistes, ces manias de la finance, malheureusement, ont réussi à faire de ces journalistes des intellectuels de service qui passent leur temps à dénaturer la réalité, à faire passer de fausses informations et des fake news. Et dans tout cela, vous savez, une démocratie qui a été profondément altérée, et nous avons malheureusement des populations dans des champs de guerre et dans des champs de crise qui sont prises en otage par ces systèmes qui à la limite sont antidémocratiques, pour la simple raison qu'ils refusent de prendre en charge des populations en détresse et en difficulté. Oui, gardez l'idée parce que je vais revenir vers vous tout à l'heure. Sobhi Thomas? Oui. Alors, on disait que les pays sont en train veut rebondir sur votre question. De trahir le droit international. Oui, mais ce n'est pas la première fois. Lorsque l'ensemble des pays ont accepté en 90-91 le bombardement de la Yougoslavie d'une façon illégale, ils sont allés au-delà du respect du droit international. Lorsqu'ils ont fait la même chose contre l'Irak, c'était eux-mêmes, ils reconnaissent aujourd'hui qu'il n'y avait pas de motif légal pour aller détruire l'Irak. Ils ont fait la même chose avec la Libye. À chaque fois où ils ont l'intention d'en finir avec un régime, ils congèlent le droit international et ils s'accordent le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc nous sommes arrivés à un moment où il faut que la communauté internationale essaye d'exiger la mise en place d'autres instances respectueuses des droits de tous les peuples, de toutes les nations. C'est un moment inévitable. Il faut que l'affaire de l'Ukraine et la guerre contre la Russie soit l'occasion de prise de décisions internationales. Ce qui se passe, c'est encore plus grave, plus important que lors de la dernière guerre mondiale. Si l'Occident essaye à tout prix d'affamer le peuple russe, ils vont nous traîner dans un conflit international interminable. Oui. Monsieur Sobhi Thomas, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les médias occidentaux qui ont toujours plaidé pour la démocratie, pour l'objectivité de l'information, aujourd'hui, avec cette crise russo-ukrainienne ou ce conflit, nous avons vu une prise de position flagrante. Ils ne s'en cachent même plus. Ils suivent un petit peu la ligne de leur politique qui aujourd'hui multiplie des déclarations. Il y a une véritable agitation médiatique suivie d'une agitation de déclarations politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ce que j'observe en France, c'est que exactement un climat de guerre. Et ce climat de guerre oblige, y compris les partis politiques, qui sont censés se préparer aux élections présidentielles. Ils se sont tous mis derrière
la décision de l'État. Oui. Tous. La télévision française, par inadvertance, une chaîne a présenté une journaliste qui a apporté des informations. Oui, on l'a passé d'ailleurs chez nous. Non validées par ceux qui décident ce qu'on doit dire ou ce qu'on ne doit pas dire au peuple. On l'a interdit d'antenne. Sur une autre chaîne, un intervenant a voulu ramener, informer les gens sur ce qui s'est passé dans les bombardements contre la population russophobe. Oui, alors Monsieur Sobhi Thomas, Monsieur Qassemi, nous allons voir ensemble la déclaration de Zelensky, la énième déclaration, puisqu'il en a fait tellement depuis qu'il y a l'opération russe sur l'Ukraine. Nous allons l'écouter où il appelle carrément cette fois-ci les Occidentaux, les États-Unis y compris, à instaurer un embargo. Boycott des exportations russes, en particulier le rejet du pétrole et des produits pétroliers en provenance de Russie. On peut appeler cela un embargo. Ou vous pouvez tout simplement appeler ça la moralité, quand vous refusez de donner de l'argent à un terroriste. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop fort que de comparer aujourd'hui son adversaire à un terroriste, d'appeler encore une énième fois, après tous les refus qu'il a essuyés, et on a vu les appels qu'il a donc donnés, aujourd'hui, à aller vers un embargo? C'est-à-dire que Zelensky, finalement, il insiste. Vous savez, Zelensky, d'abord, c'est un président jeune, novice, qui n'a pas d'expérience, et malheureusement, qui a perdu tout contact avec la réalité, et il est en train d'aggraver la situation de son pays, dans la mesure où il se retrouve dans une situation de confrontation avec la Russie directement. Il n'a pas voulu revenir à de meilleurs sentiments pour trouver des solutions avant l'avènement de l'intervention russe. Et là, je ne parlerai pas d'invasion russe, parce que l'invasion, elle a été... Parce que là, je parlerai de l'invasion de l'OTAN au niveau de l'Europe de l'Est, qui a intégré 10 pays, 10 républiques, ex-républiques socialistes dans l'OTAN. Oui. Là, il faut mesurer les mots, et il faut dire ce qu'il en est, et mettre en évidence surtout la réalité. Parce que sur le terrain et dans les chaînes, dans les plateaux de rédaction, vous avez des manipulations qui sont grossières, qui vous font passer un peu le bourreau pour la victime et la victime pour le bourreau. Là, il faudrait absolument expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain et que dans tout ça, on fait la guerre à la Russie depuis une trentaine d'années. On a non seulement désintégré l'URSS, mais actuellement, il y a un autre rouleau compresseur qui est en train de se développer de l'OTAN et de l'Amérique qui est en train de se développer vers l'Est pour essayer de démanteler par tous les moyens la Fédération de Russie, et dans une étape, on passera au démantèlement de la Chine en essayant de provoquer des incidents entre la Chine et Taïwan. Donc le scénario est connu, mais là, Zelensky, il faut le dire, que c'est quelqu'un, malheureusement, qui a perdu tout contact avec la réalité, qui d'ailleurs c'est un comédien, qui ne gère pas les affaires de son pays comme il se doit, comme un chef d'État, mais il se prend pour un comédien sur un plateau de télévision ou dans un théâtre, très loin de la réalité, malheureusement. Et je pense que là, il faudrait que les Ukrainiens, les autorités, les politiques, les élites ukrainiennes se ressaisissent pour essayer de tempérer la situation et de trouver une solution de sortie qui puisse un peu protéger les intérêts de la Russie, qui a aussi des intérêts. On ne doit absolument pas mépriser et humilier comme le font actuellement l'OTAN et les Américains. On ne doit pas humilier, mépriser les Russes. C'est une grande nation qui a une histoire et qui a aussi son champ d'influence traditionnel qu'on doit absolument tenir compte de cela. Oui, alors Monsieur Sobhi Thomas, je vous relance sur cet aspect, mais je vous demanderai donc d'être bref avec moi. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que les Occidentaux ont envie de mettre un terme ou de raisonner Zelensky? Est-ce que quelque part, ça ne fait pas un petit peu, je dirais, leur bénéfice quelque part? Au premier abord, on peut considérer que la guerre bénéficie à quelques chefs d'État qui préparent leurs élections. C'est le cas pour le Premier ministre britannique. Je ne dirais pas la même chose pour le président français parce qu'il est le seul négociateur.
Mais celui qui pousse comme d'habitude, c'est le Premier ministre britannique. Ça peut rendre service à quelques chefs d'État. Ça peut rendre service au président Biden qui n'a pas réglé totalement ses comptes avec Trump. Mais cette fois-ci, si elle pousse plus loin, c'est les peuples européens qui vont payer. Ils vont payer cher, très cher. Jusqu'à maintenant, les guerres étaient loin. Cette fois-ci, c'est chez nous. Et ils n'ont aucun intérêt. Peut-être ce qui manque dans le paysage, c'est d'avoir l'absence des chefs d'État politiques aux États-Unis ou en Europe charismatiques, capables de saisir ce conflit et de proposer des solutions. Il n'y a pas d'autre solution que les négociations. Oui. Et il faut que les gens de bonne volonté ouvrent pour une négociation. Oui. Je vous remercie, M. Sobhi Thomas. M. Qassemi, alors, puisqu'il parle des négociations, voilà qui est dit. Vous pensez réellement qu'il y a une volonté, il y a des gens de bonne volonté qui veulent aller vers des négociations aujourd'hui? Je ne pense pas, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, comme l'a dit M. Sobhi, au niveau de l'Europe ou au niveau des États-Unis, nous n'avons pas des hommes d'État suffisamment forts, qui ont du charisme et qui ne sont pas sous le coup des lobbies sionistes et des lobbies sionistes, et je le dirais, et des lobbies néo-nazis. Alors là, croyez-moi, madame, que ce que nous voyons actuellement, c'est le retour vers une guerre mondiale de la guerre froide. Et là, croyez-moi qu'il y a un plan qui se cache derrière les rideaux pour faire de l'Ukraine un Ukrainistan à l'exemple de l'Afghanistan. L'objectif, c'est de ramener la Russie en Ukraine et de transformer l'Ukraine en réceptacle de tous les mercenaires du monde. Et vous avez vu, les ambassades ukrainiennes dans certains pays ont malheureusement, et là je le condamne et on le regrette, ont fait publier des communiqués dans lesquels ils appellent des populations à venir guerroyer sur les champs d'Ukraine. Et là, le plan secret qui est échafaudé actuellement pour déstabiliser la Russie, c'est de transformer l'Ukraine en un vaste territoire et un champ de guerre où la Russie s'enliserait et pour provoquer, comme cela a été fait en 89 et en 91, pour provoquer l'effondrement de la Russie. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas réellement une volonté d'apaisement, une volonté de sortie de crise, mais nous sommes en présence d'une véritable politique du pourrissement, et c'est malheureux de le dire, parce que nous sommes, le monde nous sommes au crépuscule d'un monde qui peut chavirer à tout moment, et aucun stratège le plus fin dans le monde ne peut prédire si les lendemains seront enchanteurs, bienfaiteurs ou dramatiques. La réponse, c'est le futur qui nous le dira. Alors, Monsieur Qassemi, il y a une médiation qui s'est proposée. Alors, celle de la Chine. La Chine, jusqu'à présent, s'est contentée d'avoir une position plus ou moins, je dirais, neutre, plus ou moins qui soutient la Russie, mais bon, elle ne condamne pas non plus. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, par cet appel à la médiation, qu'elle a pris une petite position, et si elle a penché, cela va changer beaucoup de choses sur le terrain. C'est une donne à prendre en considération. Pour la médiation, pour être un médiateur, d'abord, il faut être d'abord crédible. Il faut être neutre. Et là, vous savez, les Américains et les Américains n'accepteront jamais la médiation de la Chine. Et vous avez vu dernièrement, il y a eu des manœuvres qui sont un peu douteuses, où on a envoyé le ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste pour essayer de proposer une éventuelle médiation de l'entité sioniste. Mais l'entité sioniste, vous savez, d'abord,
c'est une entité qui n'est pas crédible pour la simple raison qu'elle est déjà engagée dans une sale guerre en Palestine et que c'est une entité qui est expansionniste et coloniale, donc elle ne peut absolument pas proposer ses services pour devenir éventuellement sur le dossier ukrainien médiateur en vue de trouver une solution. Donc, je vous dirais pour l'entité sioniste aussi que l'entité sioniste ne peut pas subitement se transformer d'un tyran d'un État en paria saint qui prêche la bonne parole. Vous savez que l'entité sioniste doit être poursuivie pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis contre les Palestiniens à Gaza. Et là, je vous dis que malheureusement, nous sommes encore dans une situation où pratiquement personne ne peut prédire l'avenir immédiat et nous sommes au bord d'une situation qui peut déraper à tout moment. Et je dirais aussi que c'est une crise qui est mondiale, que ce n'est pas une crise qui est européenne, pour la simple raison que c'est toutes les populations du monde qui sont impactées parce que ce qui est en train de se développer en Europe, et croyez-moi que nous risquons d'aller vers des crises économiques, une autre récession qui seront très douloureuses pour l'humanité et pour la sécurité des États. Surtout après la sortie de la crise sanitaire, ce qui n'arrange pas les choses. Monsieur Sobhi Thomas, que pensez-vous de cette médiation chinoise? Quelle crédibilité, quel sérieux et quelle portée peut-on lui donner? Moi, je pense qu'il faut toujours jouer la carte chinoise. Il faut encourager la Chine pour constituer une délégation de médiation. La Chine, les pays arabes producteurs de pétrole, les pays africains qui ont intérêt à éviter la guerre, et au lieu de considérer que la médiation chinoise, ça va tourner en faveur de la Chine, il faut que ça soit une médiation internationale. C'est très indispensable parce que entre l'Europe et Poutine, il n'y a rien maintenant. C'est le vide complet. Les États-Unis, elles devraient jouer un rôle important pour dire arrêtez, mais aux États-Unis, le pouvoir est absent. Il n'y a pas de pouvoir aux États-Unis. Et là, tous les cartes ils sont brûlées entre la Russie et l'Ukraine, qu'il y a eu la médiation d'Israël, ça n'a pas abouti. Demain, c'est la Turquie qui se propose. Il y aura de quantités de tentatives de cette nature-là, ou des chefs d'État qui veulent un petit peu attirer l'attention sur lui. Ce n'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, il faut pousser la Chine, le monde arabe et l'Afrique à constituer une délégation de médiation internationale. Alors, on a réellement, effectivement, que les chefs d'État sont en train de faire une sorte de concurrence à qui ramènera Poutine vers la table des négociations et qui signera le premier, avec qui signera le premier le cessez-le-feu. Donc, on passe là sans transition à la question économique. Aujourd'hui, le baril a atteint des niveaux records. Donc, $140 le baril, on risque encore d'aller plus loin. Je veux dire, on va directement vers l'inflation, là. Vous savez, avec la crise de l'Ukraine, nous avons ouvert la porte de l'inconnu. Croyez-moi qu'avec $120 le baril, ce n'est pas... Et vous savez, il y a un principe dans la vie, c'est que dans tous les excès, vous avez toujours des désordres qui viennent juste après. Donc, avec... une augmentation à ce point du niveau pratiquement inédit du niveau du baril du pétrole, c'est aussi dangereux pour les économies mondiales parce que la reprise ne peut pas venir, la croissance également ne peut pas venir, et là on risque d'avoir une crise économique sans précédent qui pourrait peut-être ralentir l'économie mondiale. Et bien sûr, quand on a un ralentissement de l'économie mondiale, vous avez le chômage, vous avez la pauvreté, et ailleurs, vous avez aussi une montée fulgurante et inimaginable des prix des matières premières. Et là, vous voyez que le prix des céréales a augmenté. L'Ukraine, qui est pratiquement le grenier de l'Europe des céréales,
Pratiquement cette année, on ne risque pas d'avoir une production de céréales en Ukraine pour la simple raison qu'il y a la guerre et qu'il n'y a personne pour récolter la production. Et également pour la Russie qui est aussi un grand producteur, et il y a un embargo et des sanctions économiques sur la Russie qui va, tout cela est de nature à provoquer des dérèglements et une désorganisation totale de l'économie nationale. Et ce sera malheureusement, comme toujours, c'est les populations fragiles, les populations déshéritées qui vont subir le plus lourd tribut de ce qui est en train de se dérouler sur le terrain. Vous souhaitez réagir, M. Sobhi Thomas ? Bah oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, notre ami. Je pense qu'on est à $140 le baril aujourd'hui, et ça va augmenter encore de plus en plus, puisque là, les États-Unis, elles veulent profiter de cette crise pour pouvoir valoriser le gaz de schiste, mais le gaz de schiste ne peut pas satisfaire les besoins de l'Europe. C'est impossible. C'est impossible si ils s'engagent dans cette voie, la voie de la guerre. Il y a à peine 3 ans en France, on a augmenté le prix de l'essence de 5 centimes. Ça a provoqué une révolte. Imaginons quelle est la conséquence d'une augmentation aussi forte. Bien sûr, c'est les pauvres toujours qui payent. Dans tous les embargos économiques, c'était les pauvres qui mouraient de faim. Ce n'étaient pas les dirigeants. Quelle que soit la nature des sanctions économiques contre la Russie, les Européens, les populations européennes paieront le prix le plus cher. Et c'est peut-être sur cet aspect-là que les pays qui veulent jouer les médiateurs essayer de faire comprendre à ces pays d'Europe qu'ils sont tous partis en guerre. Il y a même des premiers ministres de pays européens qui appellent à recruter des mercenaires. C'est de la folie. Et ils sont devenus fous. Ils traitent Poutine de fou, mais ils sont tous devenus fous. Et il faut une intervention calme pour leur dire vous n'allez pas gagner tous les coups en affamant les populations. Ce n'est pas possible. C'est une décision d'une guerre immorale. Une guerre qui vise les pauvres et la population fragile. Même la classe moyenne. Oui. Monsieur Sobhi Thomas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été également avec nous. Je vous rappelle que vous êtes historien, écrivain irakien, mais également versé et expert dans les questions internationales. Monsieur Qassimi, je vous donne le dernier mot parce que le temps ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vous demanderai d'être très bref. Je vais essayer de dire rapidement un peu ce qui se cache réellement derrière le conflit. On a à peine une minute, derrière le conflit ukrainien. Alors dites-le brièvement. Les Américains sont en train d'échafauder dans les coulisses un plan à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'affaiblir les Russes, et le deuxième niveau, d'affaiblir la Chine et les Européens pour qu'à l'horizon 2030, l'Amérique reste toujours l'État le plus puissant qui puisse dominer encore le monde. Parce que selon les indicateurs économiques qui sont en train d'évoluer actuellement, d'ici 2030, les pays du BRIC auront pratiquement la majorité de le PIB le plus puissant et le plus important du monde. Et là, le levier de commande risque de passer vers la Russie et la Chine, et l'Amérique ne commandera plus le monde. Et c'est ce qui explique un peu ce qui est en train de se dérouler actuellement derrière le rideau en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur Qassimi, de nous avoir expliqué ça brièvement. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera dans les jours prochains pour d'autres émissions consacrées à l'Ukraine. Au revoir.